Alors ils sont multiples, mais en quelque sorte ils sont tous liés. Je suis obsédée par l'idée que ce monde a trop vécu sur l'extraction et pas assez sur le lien. Le grand enjeu est de prendre ça en compte. On ne peut pas parler d'éducation sans alimentation, de la santé sans alimentation, de la problématique de la virologie aujourd'hui et de maladies auxquelles on est confronté sans penser le milieu naturel, la biodiversité. Donc tout ça est lié et tout ça évidemment passe par un des enjeux majeurs qui est l'éducation. J'ai fait de la biologie moléculaire et on parle de boucle de rétroaction positive. Donc je crois vraiment à cela. Une chose entraîne l'autre. Si on reste chacun dans son silo, on va vers la catastrophe. Donc pour moi, le grand enjeu, c'est de prendre en compte de façon globale toutes ces questions-là, de ne pas les isoler les unes des autres, mettre ensemble tout le monde pour essayer de penser cette chose-là. Et bien sûr, penser cette transition nécessaire, c'est pas uniquement innover, mais c'est prendre en compte ce d'où on vient, ce qui a été, et se dire qu'il y a eu des modes de vie, même je dis pas que c'était mieux avant, pas du tout, mais n'oublions pas que notre mémoire n'efface pas notre histoire. Et donc c'est quelque part cette question du lien, qui est vraiment pour moi une chose importante, que les gens pensent en permanence que tout est lié et qu'on n'est plus dans des déterminismes absolus. D'une certaine façon, c'est ce que j'essaye d'évoquer, c'est de fonctionner en silo et de ne pas regarder l'autre et de ne pas de comprendre l'impact qu'on a sur les autres en permanence. Et donc tous ces processus trop réglementaires, trop administratifs, trop éloignés des gens sont d'énormes blocages. Alors c'est vrai que je suis peut-être un peu impactée par 17 mois en responsabilité rue de Valois, à Paris, pour m'occuper de la plus belle des choses, la plus nécessaire, qui est la culture, où j'ai assisté effarée qu'il pouvait y avoir des blocages d'ordre administratif. Pourquoi? Parce que des gens défendent leur précaré, ne pensent pas leur implication globale dans le monde, avec toutes les liaisons qu'il peut y avoir d'une chose à l'autre. Et donc, je pense que le principal blocage, c'est effectivement ces silos, ces réglementations, ces blocages que tout le monde se met soi-même en se disant « mais ce n'est pas possible », alors que c'est possible. La culture, elle est de base. Nous sommes culture, nous naissons, on nous donne un nom, on a une histoire, on porte une histoire. Et ce qui est important, c'est de la partager, de connaître l'autre par son histoire et tout. Donc, cette culture, elle est intrinsèque, elle est ce que nous sommes. Et ce qui est important, c'est qu'elle peut nous permettre de mieux connaître l'autre et aussi, et ça c'est une des choses qui me paraît hallucinante, c'est que c'est une évidence que si dès le plus jeune âge, on est confronté aux sensibles, on peut avoir la possibilité, par la confrontation à un art quel qu'il soit, bien sûr le théâtre, bien sûr la musique, mais aussi le dessin, la lecture, l'écriture, toutes les formes d'expression, la danse, d'expression artistique. Du coup, ce qu'on a en soi, on peut l'exprimer et donc le partager. Et donc le rapport à l'autre est possible. Donc la culture, elle est indispensable. Et c'est pour ça que je pense qu'un des grands combats, c'est de mettre de la pratique artistique, de la culture à l'école dès le plus jeune âge. L'éveil aux sensibles, il doit se faire à la naissance. C'est une question de santé culturelle, comme dit Sophie Marinopoulos, qui a posé ce concept-là, qui, une fois qu'il est posé, est d'une évidence absolue. Et pourtant, on n'en parle jamais, la santé culturelle. Ça veut dire, effectivement, la possibilité d'être confronté à l'autre à travers des récits, à la musique, et la pratiquer soi-même. Ça change tout. Je me souviendrai toujours du témoignage d'un petit garçon à Avignon au moment du festival, qui nous accueillait dans un collège où il faisait du théâtre, qui nous a dit, moi, la culture, et il s'appelait Mohamed. Il disait, la culture pour moi, c'est ce qui m'a donné confiance en moi, le théâtre. Il disait pas la culture, il disait le fait de pratiquer du théâtre. Et il dit, en plus de ça, ça m'a permis de mieux connaître l'autre. Et il a terminé en disant, et je me demande si c'est pas la meilleure arme contre le terrorisme. Donc c'était extraordinaire de voir comment cet enfant de 16 ans, ce jeune de 16 ans, qui, par la pratique du théâtre, s'est mis à reprendre confiance et s'est mis à pouvoir exprimer des choses aussi fortes que celle-là.
on parle de spectacle vivant. Donc la culture, c'est le spectacle, la musique, le théâtre, tout ça c'est vivant, puisque c'est d'ailleurs dénommé comme tel. C'est ce qui nous permet de vivre. On l'a bien vu pendant la période du confinement. Toutes les expressions de solidarité s'exprimaient par la culture, que ce soit par des textes lus, par la musique, beaucoup de musique, avec ces montages extraordinaires de gens qui faisaient de la musique chacun chez eux. C'est ce qui les maintenait en vie. Et on le sait bien à travers la littérature, que c'est cela qui peut maintenir en vie, qui peut aider à vivre très profondément. Donc elle est le ferment de la vie, puisque c'est la vie. Alors, mais clairement, en plus de ça, la technologie est nécessaire quand elle est au service d'eux. Autant c'est vrai qu'on se rend compte à quel point elle peut anéantir les capacités d'émerveillement, de développement du cerveau, puisque toutes les études sortent maintenant. D'un côté, sur les méfaits de trop d'écran, même si il faut développer des technologies pour diffuser les connaissances, etc., tout en respectant les droits de la création. Donc c'est toujours un équilibre à étudier, mais toutes les études sortent pour montrer aussi à quel point des enfants qui ont été confrontés à un apprentissage, ont eu la possibilité de faire de la musique, du théâtre, etc., ont des capacités d'apprendre et donc de grandir encore plus incroyables. Et une autre anecdote, pendant de nombreuses années, j'étais dans une commission qui s'appelle le Haut Conseil pour l'éducation artistique, et on allait voir tout ce qui se passait comme expérience dans ce domaine-là. Et un jour, à l'Opéra de Paris, autour de la table, il y avait des jeunes qui venaient des quartiers, et il y avait un jeune homme qui devait avoir 25 ans, 26 ans, et son témoignage était le suivant. Il a dit, écoutez, c'est bien simple, le jour où je suis venue à l'opéra pour faire ce cursus de 9 mois ou 10 mois à l'opéra, quand je suis rentrée dans l'opéra, on m'a dit, mais tu sais, c'est chez toi, tu peux y rentrer. Et cette autorisation, rien que cette autorisation, m'a donné l'idée que je pouvais faire, donc je pouvais faire des études. Et il était chercheur en biologie. Et donc c'est pas forcément pour en faire des artistes, mais c'est pour être autorisé à. Le blocage est énorme. On se rend compte quand on travaille à un niveau de responsabilité comme quand on est en charge du ministère de la Culture, à quel point l'accès à la culture est aussi empêché, alors qu'on a un pays de rêve pour cela, pour la culture, compte tenu de la proposition que nous avons en France. Et donc, même ici, en France, il y a un empêchement à la culture. Donc, il faut vraiment travailler sur cela. Et ça, c'est l'éveil au sensible dès le plus jeune âge. C'est indispensable. Je cite toujours le fait que quand j'ai fait mes études de chimie, j'avais des collègues qui venaient du Congo, et j'étais absolument stupéfaite par leur dynamisme, leur joie, cette façon d'être debout à la vie. Et je pense que c'est le fait qu'ils sont dans une expression corporelle beaucoup plus intense dès le plus jeune âge. Alors les possibilités ils n'ont pas du tout les mêmes possibilités. Nous, on est un pays de cocagne, c'est pas le cas là-bas. Mais je dirais de naissance et compte tenu de culture, ils sont dans l'oralité, ils sont dans les contes, ils sont dans la musique. Il n'y a pas tous ces empêchements qu'on se donne souvent ici. Et on voit bien à chaque fois qu'une action est menée ou quelque chose est proposé pour accompagner ce qu'ils font, ils nous donnent des sacrées leçons. C'est eux qui ont commencé à imaginer de faire toute une série de propositions de sculptures, d'œuvres à partir de matériaux recyclés. C'est extraordinaire. Avec peu, ils font tout. Je fonctionne beaucoup avec la curiosité et l'émerveillement. C'est vraiment en permanence, je suis animée par ça. Ça me tient debout, je dirais, d'une certaine façon. Et donc, il y a des inspirateurs. Il y a eu un penseur extraordinaire iranien qui est Majid Ranema, qui avait beaucoup travaillé d'ailleurs dans l'ensemble du monde, et il ne disait pas dans les pays en voie de développement, mais il a écrit un livre qui laissait les pauvres tranquilles, je veux dire, il était toujours dans le fait de s'enrichir de ce qui pouvait être apporté et de faire en fonction d'eux. Et puis, Ousmane Sow, ça a été une rencontre absolument extraordinaire avec Jean-Paul Capitani. Depuis maintenant presque 40 ans, on organise des expositions, des concerts.
Et nous avons eu un coup de foudre pour Ousmane Sow. Et quand nous avons souhaité présenter son travail énorme ici, eh bien, il est venu vivre avec nous pendant quelques mois. Et ça a été une aventure, certes artistique, mais une grande aventure humaine. Parce qu'il y a tellement à apprendre de la générosité et de la disponibilité d'un homme comme ça. C'est un très grand artiste, mais c'est avant tout un être humain. C'est un frère. Et vraiment, ça a été pour nous un moment inoubliable. Et donc nous avons une petite sculpture ici qu'il s'agit d'honorer chaque jour parce qu'il est avec nous. Il y a des moments de la vie où une œuvre particulière apporte, comme l'année de la pensée magique de Joanne Didion, à un moment particulièrement difficile. Mais au moment où on se pose toutes ces questions, et je dirais en relation directe avec ces journées que nous avons souhaité faire émerger, c'est vrai que la rencontre avec Cyril Dion et Le domaine du possible, ces livres que nous portons, qui ont d'ailleurs le nom de l'école que nous avons créée, ça a été vraiment capital. Pour moi, la rencontre avec Cyril est une rencontre exceptionnelle. Et Cyril, s'il a fait demain, c'est aussi parce qu'il avait lu ce livre de Nancy Houston, L'espèce fabulatrice, justement, qui dit si bien à quel point la culture, la lecture, et le roman est tellement important, puisque on le sait, et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de dire et de redire, c'est à quel point les changements ne se font qu'avec les mythes, et donc à quel point les récits sont fondamentaux. Et pour ça, vive l'Afrique!